Samedi 13 août 2022, bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de nous retrouver dans le monde en 7 où nous revenons sur des sujets marquants de l'actualité de la semaine. Au cours de ce numéro, nous allons parler du Mali et évoquer cette attaque terroriste au drone. C'est une sophistication désormais dans les attaques terroristes dans le Sahel. On parlera également, toujours sur le continent, de la tournée de Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, après la Russie, la France. Ce sont maintenant les États-Unis qui remettent une couche de pression sur le continent. Et puis en deuxième partie, nous évoquerons l'actualité au niveau du Togo. L'ANC se plaint d'entraves au libre exercice des activités des partis politiques de l'opposition. Et pour faire l'analyse de tous ces sujets, ce samedi sur le plateau, je reçois Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Ça fait un bail, je suis là aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Merci, plaisir partagé de vous retrouver. Face à vous, Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. Bonsoir Francisco. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir Chris et bonsoir à tous les téléspectateurs de la New World TV. Et merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. On prend tout de suite la direction du Mali. C'est notre premier sujet. Les attaques de drones, le terrorisme qui atteint donc une nouvelle dimension. L'armée malienne a dénoncé une expertise étrangère dans l'attaque complexe qui a eu lieu, c'était le 7 août dernier à Tessit, une attaque au cours de laquelle civils et soldats maliens ont été tués par des terroristes. Le bilan est lourd mais non encore exhaustif. 17 soldats maliens ont perdu la vie dans l'attaque terroriste de grande envergure. En plus de soldats, 4 civils ont été tués. Le bilan de cette attaque n'est pas encore défini, je le disais, mais les FAMA révèlent que les opérations clandestines non coordonnées enregistrées confirment la thèse que les terroristes ont bénéficié d'un appui majeur et d'une expertise extérieure. Chris Ega, le terrorisme s'envole désormais, utilise des moyens sophistiqués. Est-ce que il fallait s'attendre à ce que ces genres d'attaques entrent aussi dans le registre de la sophistication? Oui, on pouvait s'y attendre, surtout dans les milieux qui s'occupent des questions de sécurité sur le plan international ou national. Et puis surtout, depuis qu'il y a cette forme de rupture-là entre certains des alliés du Mali, en l'occurrence la France. On s'est dit que maintenant, le chemin est tout dégagé pour que le terrorisme retrouve des couleurs. Et c'est ce qui arrive. Parce que vous savez, au départ, déjà les officiels français le disaient que ce sera difficile au Mali de contrôler ce territoire-là et de venir à bout du terrorisme s'il n'est pas aidé par les Occidentaux, notamment la France. Parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, l'Allemagne s'y était mis, le Royaume-Uni également. Et depuis quelque temps, on a constaté quand même qu'avec ce repositionnement au Niger de la force Barkhane, il y a quand même une entrée d'air pour les terroristes, pour le Mali. Mais maintenant, en ce qui concerne le fait qu'ils utilisent des armes sophistiquées, maintenant des armes qui sont utilisées par les pays souverains qui peuvent commander ces armes et les acheminer jusqu'à destination sans entrave. Et nous constatons maintenant que le terrorisme est entré dans une nouvelle ère au Mali avec l'utilisation d'armements sophistiqués, aussi sophistiqués que les drones. C'est un souci que nos pays doivent se faire. Pas seulement le Mali, mais aussi les pays limitrophes. Vous savez très bien que le terrorisme est en voie d'exportation vers les pays comme le Togo, le Ghana et le Bénin. Donc le souci n'est pas seulement au niveau du Mali, du Burkina,
du Burkina ou du Niger, mais aussi au niveau des pays qui sont en train, des pays qui entourent ces pays que je viens de citer et qui sont en train de connaître un début d'envahissement des terroristes. Maintenant, il faut se poser la question de savoir d'où peuvent venir ces drones-là. On va revenir sur ce détail de la question. Francisco Napokura, c'est toujours du côté des terroristes la logique de terreur, de faire plus de mal qui les porte aujourd'hui à sophistiquer leurs attaques? Vous savez, avant d'aborder le sujet, permettez-moi d'avoir, disons, une pensée envers deux de nos compatriotes togolais qui allaient au Niger. C'est des camionneurs qui ont l'habitude, depuis des années que moi je les connaissais, c'est Lomé, Niamey, Lomé, Ouaga. Donc, le dimanche dernier, ils étaient sur la route. Ils étaient trois, un qui avait une panne et qui était là pour réparer sa panne. Quand les deux autres ont continué, c'est entre Fada et Kanchari. Et donc, les deux de devant ont été, disons, ont disparu de la circulation. En temps, le troisième, en avançant, serait arrivé au niveau des djihadistes qui ont vérifié quand même ce qu'ils transportent comme marchandises et l'ont laissé partir. Mais quand il est arrivé à Kanchari, qui est la frontière entre le Burkina et le Niger, il n'a pas vu ses collègues. Bon, depuis dimanche passé, on n'a pas de leurs nouvelles. Ce matin même, avant d'arriver ici, j'ai posé la question. En temps, j'ai demandé aux services qu'ils doivent toucher forcément les services de sécurité et le ministère des Affaires étrangères du Togo pour signaler que nous avons des compatriotes. Ce qui est inquiétant, c'est que ça a duré. D'habitude, quand, je le dis souvent ici, quand les djihadistes ils prennent les camions, ils les arrêtent, ils contrôlent ce qu'ils transportent. Si c'est le lait, si c'est ce qui est ordinaire, bon, ici, ils transportent le lait. Il y a un qui a le lait, l'autre a les meubles, d'accord. D'habitude, on les laisse partir. Mais cette fois, on les a pris. Avant, c'est quand c'est les cigarettes et les médicaments, mais les cigarettes ne passent plus, donc ils les bloquent. Mais c'est que depuis dimanche, ça a duré. Donc, il va falloir que les autorités puissent voir. Sinon, nous sommes là, nous pouvons donner les indications il faut que nécessaires. Les familles signalent. Pas les familles, c'est le service pour lequel ils font le travail, puisqu'ils sont dans une entreprise, c'est une entreprise bien installée qui est réglo. Donc, c'est au service, en principe, à l'entreprise d'informer l'autorité. Donc, vraiment, mes pensées à ces amis qui sont de vrais combattants, parce que le travail qu'ils font, les camionneurs, je perds même. Bon, par rapport à la question du terrorisme aujourd'hui, avec le nouveau mode opératoire, les drones, c'est inquiétant. La dernière fois, sur une plateforme, on était en train de changer et on sait que du jour au lendemain, je crois dans nos conclusions, du jour au lendemain, les drones vont être utilisés par les terroristes, mais on ne savait pas que ce serait de si tôt. Sinon, c'est trop tôt, parce que les drones, souvent, c'est les armées régulières, les pays souverains, comme il a dit, qui utilisaient les drones. Les drones, c'est quoi? C'est, disons, un aéronef sans pilote. Donc, voilà. Donc, les drones militaires, ça a d'autres exigences et ne tombe pas dans les mains de n'importe qui. Même la France, aujourd'hui, qui est un pays utilisateur de drones militaires, c'est les drones américains qu'ils utilisent. C'est maintenant qu'eux-mêmes, ils sont en train de produire des drones pour à bas prix, comme on le dit. Mais dit qu'aujourd'hui, les djihadistes au Mali ont déjà commencé par utiliser les drones militaires pour bombarder des positions. Le communiqué malien a été clair qu'ils ont des soutiens. Il y a une intelligence derrière. Intelligence, voilà, parce que
aujourd'hui, aucun djihadiste en tant que tel ne peut aller acheter des drones sur le marché. Donc ça veut dire qu'il y a un État, sinon il y a des États ou des puissances derrière. Et cela nous ramène ici, toujours... la question était de savoir, est-ce que pour ces terroristes, ils ont envie de faire monter la terreur d'un cran? C'est pour ça qu'ils sont dans la sophistication aujourd'hui. Oui, effectivement. Pas seulement la terreur. Aujourd'hui, on a dépassé le temps de terreur. Puisque le terrorisme, c'est déjà la terreur. D'accord? Et on a dépassé depuis ce stade-là. Maintenant, c'est l'affrontement est là. Ça veut dire que c'est le péril ou rien. Et c'est dans ça que nous sommes. Maintenant, c'est les moyens que ces gens ont commencé maintenant par utiliser, qui fait que on a le droit d'être inquiet parce que ça veut dire que c'est guerre État contre État. Ce n'est plus la guerre asymétrique que nous voyons. Maintenant, c'est guerre puissance ou État contre les frères maliens. Et tous nos pays, comme Chris l'a dit, doivent s'inquiéter parce que maintenant là, on a dépassé le petit cap. Je vous dis que les mots me manquent aujourd'hui pour vraiment parler de cette histoire. Et quand on a eu l'écho la dernière fois que les djihadistes ont commencé par utiliser les drones, vraiment je dis que le Mali aujourd'hui nous montre que c'est un pays où, comme Bongo le disait, la France sans le Gabon, c'est, disons, l'avion sans le carburant. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, on comprend que les richesses du Mali sont choses. Alors qu'on ne peut pas aller à la démocratie sans une stabilité du pays. On ne peut pas aller à la démocratie sans la sécurisation des frontières, parce que c'est des composantes, n'est-ce pas, de la démocratie. Alors, là, on en vient maintenant à la question que tout le monde va se poser. Un drone, ça ne s'achète pas dans le coin de la rue. Il y a des pays qui fabriquent, il y a des pays qui fournissent. Donc aujourd'hui, on peut se dire clairement que les FAMA ont raison de dire qu'il y a une puissance qui est en intelligence avec l'ennemi. Bon, il n'y a pas une documentation sur le sujet, mais tout porte à croire que les terroristes sont très organisés maintenant. Et nous ne parlons pas que d'organisation, il faut parler aussi non seulement de l'arme, mais aussi des compétences. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut avoir la capacité de piloter un drone. Oui. Parce qu'il faut le drone, bien entendu, mais il faut aussi l'intelligence qui sait s'en servir. Et ce n'est pas surtout une base de décollage aussi. Voilà, Oui, et ce n'est pas une ou deux personnes qui peuvent être affectées à cette tâche-là. Donc, il y a toute une organisation. Il y a d'abord les logistiques derrière, parce que pour amener ce drone-là jusqu'à son point de lancement, il faut une organisation, il faut des complicités, il faut des logistiques derrière. Maintenant, comment ces gens-là, qui, la dernière fois, on dit qu'ils savent se servir des Kalash, etc., des armes conventionnelles classiques que nous connaissons, mais qui aujourd'hui peuvent monter d'un cran et pour utiliser des drones qui sont généralement des armes sophistiquées, parce que c'est des avions, des drones sans pilote il faut une plateforme pour faire décoller. Pour piloter, naviguer jusqu'à la cible. Ce qui suppose qu'il faut une organisation, il faut des compétences avérées. Et où est-ce que ces djihadistes-là J'ai envie de dire des compétences militaires avérées. Oui, militaires, parce que scientifiques poussés, parce que ce n'est pas n'importe qui, parce que piloter les drones, ce n'est pas forcément, ce n'est pas les militaires ordinaires, mais il faut avoir la formation en conséquence. C'est des informaticiens généralement qui sont affectés à ces tâches-là, qui ont une connaissance pointue, non pas seulement de la machine, mais du système de pilotage. Et on se pose la question de savoir où est-ce que les pilotes peuvent dégoter ces gens-là si derrière, il n'y a pas quelqu'un qui les organise, qui les forme et qui leur donne les renseignements qu'il faut. Parce qu'on n'envoie pas un drone n'importe où, il faut aussi savoir où se trouve l'ennemi. Pour savoir où se trouve l'ennemi, il faut des renseignements. Ce n'est pas seulement les drones qu'ils ont. Ils ont maintenant tout l'appareillage qui leur permet de faire du renseignement, de voir à distance, d'être renseignés et de la façon la plus précise qui soit. Donc maintenant, comme l'a dit mon cher Napo, c'est que nous sommes entrés dans une nouvelle ère d'attaque
Le terrorisme, on le connaît déjà, tuer pour faire peur. Mais la question que nous posons aujourd'hui, c'est que quel est l'objectif même que poursuivent ces terroristes-là? Quel est l'objectif? Est-ce qu'ils ont envie de créer un califat? Ce qui a été impossible déjà en Syrie, parce qu'une fois que ces gens-là vont se rassembler pour créer un État, ils sont visibles et ils sont, je crois, exposés. Ouais. Mais maintenant, quel est l'objectif qu'on poursuit au point de mettre sur pied une telle organisation, au point de mettre sur pied un système de financement? Et le financement doit venir aussi de quelque part. Quel est l'objectif qu'on poursuit pour affecter autant de moyens à ce travail-là de sape, de terrain qui est fait sur le terrain? Parce que de l'objectif dépendra les moyens qu'il faut mobiliser. Quel est l'objectif aujourd'hui? Mais alors que nous savons très bien que ces gens-là, ils ne peuvent pas créer un califat, ils seront visibles, ils seront exposés. C'est ce qui s'est passé en Syrie. On les a laissés conquérir un territoire et se sont rassemblés sur ce territoire. Et c'est seulement à ce moment-là que l'attaque des pays occidentaux a commencé, l'attaque notamment des Américains a commencé, parce qu'on les repère, on les connaît, on connaît leur position, on peut mettre même des visages, des noms sur telle ou telle figure. Mais alors, au Burkina Faso, au Mali, quel est l'objectif en dehors de la question que nous posons sur la sophistication, sur ceux qui les aident? Quel est l'objectif qui est poursuivi? Les drones militaires, ce ne sont pas des drones que les journalistes utilisent pour filmer ou pour compter les manifestants. C'est tout un appareil parce qu'il faut transporter les charges, d'accord? Salle de contrôle, salle de commande, avec des officiers qui savent, qui connaissent le domaine. Et puis, il y a aussi la télécommunication qui rentre en jeu. Et c'est très important. C'est pourquoi... Utilisé par les satellites. Oui. C'est pourquoi c'est inquiétant. C'est ce qui fait dire à beaucoup que probablement la base de lancement n'est pas au Mali, mais dans un autre pays voisin. Mais tout à l'heure est possible maintenant, puisque ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas un petit gâteau qu'on tient dans ses mains. Donc, aujourd'hui, au fait, tout le monde a vu tout dernièrement, lorsque les défilés des présidents occidentaux, dès que Sergei Lavrov de la Russie a débarqué sur le continent, on a vu Macron suivre, on a vu le secrétaire d'État américain. Tout à l'heure. Oui, voilà. Donc, tout ça là, ça démontre que il y a beaucoup de choses contre ce pays, le Mali. Ce n'est pas, et c'est le lieu que les Maliens, les opposants, tout ça là, sachent que c'est eux tous qui sont en danger. Parce que quand ils viendront au pouvoir, ça a été le cas après ATT, avec tout ce qui a suivi, ils ont été toujours attaqués. Et que vous soyez Malien, il faut être aujourd'hui très unis. Et l'Afrique doit être unie avec le Mali si on veut vraiment s'en sortir. Oui, mais Chris a posé une question intéressante. Ce type de terrorisme qui se sophistique aujourd'hui dans le contexte malien, c'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'objectif finalement? Oui, juste contrôler le pays, mais on a l'impression, quand on regarde, les Maliens sont allés très loin aujourd'hui. Ça va être très difficile de faire rebrousser chemin. Vous savez, le Mali, avant même d'entrer en studio, nous avons reçu des informations sur le management même de la dette au Mali. C'est-à-dire qu'un pays qui avait été sous embargo 6 mois de la CEDEAO, d'accord, de la CEDEAO, 6 mois durant, coupé du reste économiquement. Mais on venait de rétablir, de lever la sanction, mais le Mali vient de payer 222,75 milliards des 6 mois d'arriérés qui ont été occasionnés par le blocus de la CEDEAO. Mais c'est un pays en guerre, mais qui a pu, c'est-à-dire où le gouvernement ne contrôle que peut-être le tiers, mais aujourd'hui même le contrôle, puisque les attaques viennent jusqu'à Kati. Voilà. Oui, donc, ce qui suppose, oui, si c'est vrai, vraiment cette information du paiement de cette dette-là, ce qui dit que le Mali, c'est un pays riche, immensement riche.
Et donc, l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est la Déstabiliser. richesse du Mali, c'est le sous-sol du Mali, tout comme la RDC, où le désordre économique du sous-sol fait aujourd'hui que ces pays ne peuvent plus dormir. Donc, ils sont en train de vivre, le Mali est en train de vivre la même chose que ce que Le Congo. le Congo vit et ailleurs. Bon, aujourd'hui, on a vu que depuis que la force Barkhane s'est rangée au niveau du Niger, les attaques ont totalement, pratiquement disparu. Et là-bas, quelle est cette efficacité subite, d'accord? Donc, aujourd'hui, le Mali, c'est un enjeu pour le continent africain. Et les gens sont sûrs que si le Mali vraiment arrivait à s'en sortir sans sans les forces d'occupation, ça devrait peut-être que c'est l'Afrique qui est en train de repartir. Alors, mais ce niveau qu'on a atteint maintenant dans les attaques, ça va aussi obliger les FAMA à se redéfinir finalement. Bien entendu, parce que c'est le terrain qui commande, dicte, oui, qui l'action. dicte le comportement des militaires. Ce n'est pas la réaction du Mali ne va pas se faire ex nihilo. Et bien évidemment, ce sera le terrain. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que récemment, le Mali a acquis encore des hélicoptères de la Russie, des avions de chasse. Mais seulement le problème, c'est que en face des gens qu'on ne voit pas, dont on ne voit pas le position, il n'y a pas une ligne de front aujourd'hui pour qu'on dise que passer cette ligne-là, l'ennemi se trouve de l'autre côté et oui. que tout objectif là-bas peut être un objectif militaire ou bien un objectif à traiter militairement. Ce qui rend la guerre là difficile et difficile aux soldats maliens, c'est cela. C'est comme il y a une apparente désorganisation de la rébellion. C'est-à-dire il y a au moins deux têtes essentielles là en présence au niveau des djihadistes aujourd'hui au Mali et qui peut-être chacun d'entre ces têtes-là veulent dans un sursaut de surenchère veut faire mieux que l'autre dans la barbarie. Parce que si on constate aujourd'hui qu'il y a une partie déjà qui Est-ce que c'est mieux? Veut faire pire que l'autre? C'est ce Parce que que je dois mieux, dire. oui. Ouais, mieux fait, c'est qu'entre eux, se disent que je fais mieux en termes de pire. voilà, en termes de pire. Parce que eux, ils imaginent que c'est pour faire avancer leur cause sur le terrain, bien entendu. Vu des Maliens, ils font pire. Mais voilà. Mais c'est pour aborder dans le même sens que mon frère, c'est qu'il dit tout à l'heure, la question était posée, quel est l'enjeu? Pourquoi s'acharne-t-on au niveau des djihadistes à désorganiser, à disloquer l'État, à créer une vacuité totale de l'État dans différentes parties du mais la question mérite d'être posée. Mais alors là, il faut, pour répondre, remonter à l'histoire, parce que vous savez, les djihadistes sont dans un processus qui fait suite à une rébellion amorcée par les Touaregs. Je crois qu'on en avait parlé brièvement sur ce plateau. Sarkozy, dans le temps, on en avait parlé. C'est Sarkozy qui avait voulu qu'il y ait une forme d'État Touareg au nord, parce que justement, il y a là une zone centrale qui regorge de richesses non encore exploitées. Et on se dit que c'est l'Eldorado minier des prochaines années. Il faut absolument que certains se saisissent, parce que c'est ce qui se passe par exemple au Nigeria. Le Nigeria a du pétrole, immédiatement il y a eu la guerre de Biafra, ensuite il y a Boko Haram, Congo c'est pareil. Partout où il y a de la richesse dans le sous-sol, aujourd'hui en Afrique, ces zones-là sont convoitées, font objet d'une grande convoitise de la part des puissances qui veulent exploiter, parce qu'il y a des métaux là qu'on ne retrouve que sur ces lieux-là. Et par exemple, la zone centrale dont je parle, il y a par exemple de l'uranium là-bas, mais on sait qu'au Niger, c'est Areva qui est le patron qui sécurise cette zone-là et qui est finalement une zone de non-droit malien où le droit, c'est le droit français qui se joue et en toute omerta. Et il faut qu'on le dise qu'aujourd'hui, face à ces défis sécuritaires, c'est toute l'Afrique en principe qui doit se réunir, parce que le Mali, même aidé de la Russie, ne s'en sortira pas facilement. Parce que, vous savez, il faut que les pays limitrophes du Mali
mettent la main à la poche pour surveiller mieux leurs frontières et pour faire en sorte que leur armée contrôle une bonne partie des territoires qui sont déjà assiégés. Vous savez très bien que, je crois que je l'ai dit la dernière fois, lorsque les terroristes quittent le Burkina pour attaquer le Togo, en fait, l'objectif, ce n'est pas de créer un califat au nord du Togo, mais c'est de faire en sorte que les gens qui sont proches de cette frontière-là, là où ils s'installent, que les gens ne viennent pas ne voient pas ce qui se passe. Parce que le terrorisme se nourrit aussi du silence. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas qu'on les voit, c'est des gens qui veulent opérer dans le noir, qui veulent avoir de l'espace rien qu'à eux pour mener des activités, pas forcément terroristes, mais parfois aussi économiques, des activités comment le dire, des activités qui leur seraient interdites si ils veulent passer par la voie normale. Donc aujourd'hui, je crois que l'enjeu, c'est plutôt faire en sorte que le Mali se disloque, que le Niger suive, que le Burkina Faso, parce que ce qui compte là, ce n'est pas vers la création d'un califat qu'on va, mais il y a des pays qui voudraient bien que le désordre là s'instaure pour qu'ils puissent tout simplement prendre en otage les territoires qui sont là. Même en Afghanistan, les gens n'ont pas utilisé, c'est-à-dire les Afghans n'ont pas utilisé les drones contre les Américains. Et on remarque aussi que c'est au moment où le Mali refuse le vol de son territoire, parce que même l'Allemagne a été obligée d'interrompre ces opérations. Ces opérations de survoler la zone aérienne. Donc la France a été interdite. Bon, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est les drones qu'il faut. Et comme vous l'avez dit, c'est à partir des pays. Ça doit être à partir d'un autre pays que cela se fait. Et je dis que aujourd'hui, les Maliens doivent prendre conscience qu'ils doivent former un seul corps. Et également, c'est le rôle de la diaspora, toute la diaspora africaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est l'appel de Bon Mali, Africa United. Il faut que les gens se regroupent pour dire depuis de l'autre côté à tous ces forces d'occupation que l'Afrique a besoin de paix. Sinon, c'en est de trop. On va passer maintenant à notre second sujet. Nous parlons toujours sur le continent de la tournée d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui a fait une tournée dans un certain nombre de pays, dont le Rwanda et la RDC. Anthony Blinken qui était venu, il faut le dire sans langue de bois, défendre les intérêts américains. Personne n'est dupe, le calendrier trahi. Après la tournée du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, c'est Emmanuel Macron lui-même qui a effectué également une mini-tournée sur le continent. Maintenant, les États-Unis, le continent africain, toujours objet d'appétence. Chris Ega. Vous savez, les Américains disent que ce n'est pas le calendrier des Russes qui leur font obligation, qui leur fait obligation d'investir aussi le terrain africain. Mais tu l'as si bien décrit dans le préambule que si, c'est justement parce que on ne veut pas laisser l'Afrique possédée par les Russes. On ne veut pas laisser l'Afrique entre les mains des Russes. Et je crois que juste immédiatement après le ministre russe des Affaires étrangères, c'est Macron lui-même. Ce n'est pas un ministre qui est allé, mais c'est Macron lui-même qui a pris son bâton de pèlerin, qui a commencé à sillonner, certains pays africains. Et quels sont les pays? Vous savez, le Nigeria, c'est le géant, c'est économiquement, c'est le pays le plus fort de l'Afrique en ce moment. Et il y a le Cameroun qui n'est pas des moindres, qui est un grand pays qui se développe assez rapidement à pas de géant. Donc il est allé porter quel message? Dire que vous n'avez pas à faire des affaires avec les Russes, que les Russes sont un nouveau colon. Mais bien entendu, les Russes n'ont jamais colonisé l'Afrique. C'est les pays occidentaux. Et l'Ougandais Yoweri Museveni leur a fait la réplique en disant qu'il faut qu'on les laisse faire leurs propres ennemis. C'est-à-dire les Africains
la maturité aujourd'hui de connaître, de mettre un nom, de mettre une identité sur leur ennemi. C'est-à-dire, il faut que ces pays-là, les Américains, les Français, bref, les Occidentaux, laissent l'Afrique se faire dire que tel doit être notre ennemi, tel autre peut être notre ami. Ce ne sont pas les Américains, les Français qui doivent nous doiter du doigt les ennemis de l'Afrique. Ou alors, je crois qu'ils sont en train de pouponner encore l'Afrique. C'est que je crois que l'Afrique n'a pas la maturité nécessaire qu'il lui faut pour reconnaître, pour avoir le discernement, et n'a pas le discernement là qu'il faut pour identifier ses ennemis. Tito, en son temps, parlait du non-alignement. Aujourd'hui, les Africains se disent tout simplement qu'ils sont des non-alignés. Ils ne sont ni pour les uns, ni pour les autres dans cette guerre froide qui s'installe de nouveau entre les Occidentaux et les Russes. Encore une fois, on ne va pas nous tirer chacun de son côté, mais l'Afrique doit se dire qu'elle a la responsabilité de connaître où se trouvent ses intérêts. Et c'est bien aujourd'hui le multipartenariat, parce que lorsque les Américains ne sont plus seuls, les Américains ne sont plus seuls sur le marché, les Chinois ne seront plus seuls sur le marché, ni les Français d'ailleurs, ça permet à l'Afrique, aux pays africains de faire des choix stratégiques de développement, parce que les offres sont assez diversifiées. Ça permet à l'Afrique de faire des choix. Mais si les Occidentaux croient aujourd'hui que parce que les Russes sont venus en Afrique, il faut qu'ils viennent en Afrique pour interdire aux présidents africains de suivre les Russes, nous avons le discernement qu'il faut. En tout cas, l'Afrique doit se donner aujourd'hui l'esprit de discernement qu'il faut pour savoir où se trouvent ses intérêts et ne pas se battre comme on l'avait fait par le passé. Lorsqu'on envoie les tirailleurs en Indochine, lorsqu'on envoie les tirailleurs en Algérie pour aller mourir pour la France, je crois que cette page-là doit être tournée. Et pour que nous tournions cette page, il faut un sursaut. Mais c'est vrai qu'au niveau de nos pays, tous les présidents n'ont pas toujours cette audace-là aujourd'hui de faire face à cet envahissement, d'être lucide et de prendre le courage de dire que, ben voilà, ici se trouvent les intérêts de mon pays et que par rapport à ces intérêts-là, je choisis mes amis ou mes ennemis. Alors, il y a donc aujourd'hui beaucoup de convoitises envers l'Afrique, mais est-ce que vous pensez que l'Afrique elle-même est consciente de ses atouts? Les premiers qui avaient été conscients, c'était les Kwame Nkrumah, les Sylvanus Olympio, et puis Sékou Touré, qui avait dit non à l'impérialisme, et on a vu ce qui s'est passé dans son pays. La conscience y est. Par exemple, l'exemple malien, c'est une conscience. Mais quand nous prenons l'Algérie et à côté la Mauritanie, dont nous demandons que les gens s'inspirent de leur modèle de lutte contre le terrorisme, parce que c'est vraiment une bonne expertise. Mais les gens prennent conscience. Mais l'un des problèmes, c'est quoi? C'est la gouvernance. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas une bonne gouvernance pour votre pays est divisé. Quand aussi cette histoire de démocratie qui est appréciée d'une manière où d'autres disent il faut faire la démocratie à l'africaine, des trucs, les histoires d'alternance qui fragilisent les pouvoirs en Afrique. Voilà, c'est des choses qui font que la prise de conscience qui est là, aujourd'hui, je peux dire que les Africains, beaucoup, dans la masse, ont beaucoup pris conscience grâce aux médias et aux réseaux sociaux. Je dis, les gens disent que les réseaux sociaux font du mauvais boulot. Vrai, il y a certains qui l'utilisent ainsi, mais il y en a qui l'utilisent, mais ont participé beaucoup à la conscience, et disons, l'éveil de conscience. D'accord, c'est ce que les gens traduisent par sentiment anti-français, sentiment anti-occident. Non, ce n'est pas ça. Vous savez, nous avons nos pays qui sont là. Et on n'arrive pas à recruter dans nos services parce que nous sommes sous des programmes d'ajustement structurel. Nous n'arrivons pas à construire des salles d'école, des hôpitaux et tout. Et donc, les populations, elles voient que voilà, nos minerais, nos ressources sont, disons, exportés de façon brute, sans transformation locale.
Vous avez vu la dernière fois au niveau de la Guinée, et Mamadi et Doumbia avaient commencé par imposer aux industries d'investir localement pour la transformation avant de partir avec les produits finis. Mais vous avez vu comment les gens les tiraillent partout, même au sein du pays, comment les opposants et autres, pour empêcher. Alors que quand vous voyez les contrats, c'est des vieux contrats de 50 ans et autres, où c'est inscrit dans ces contrats qu'à l'horizon tel, vous devez faire tels travaux. À l'horizon tel, vous devez installer tel moyen de transformation. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et maintenant, quand les pouvoirs veulent, disons, agir contre, on dit voilà, ils n'ont pas droit parce qu'ils sont des militaires, ils n'ont pas droit parce qu'ils n'ont... Mais les civils, aujourd'hui, c'est eux qui contribuent à disons, enfoncer nos pays. Donc, la prise de conscience, elle est là, d'accord, quand nous prenons beaucoup de pays qui sont soit avec les partenaires, avec la Turquie. Et la dernière fois, c'est ça qui m'a refroidi, lorsque on retrouve Talon qui promet à Macron que désormais, ils vont acheter les aéronefs, les armes, être même instruits par les choses. Alors qu'entre-temps, il était... voilà, on sentait qu'il ne voulait plus de ces genres de coopération. Donc, il est vrai que les autres puissances, que ce soit la Chine, que ce soit la Turquie, la Russie, ils ne viennent pas pour nos beaux yeux. Il y a nos minéraux aussi, ils sont intéressés. Mais comme disent certains, nous avons le droit de les donner à qui nous voulons. C'est pour nous d'abord. Le développement en Occident est saturé. Ils ont créé la guerre aujourd'hui en Ukraine, c'est pour reconstruire l'Ukraine demain. D'accord, toutes les aides qui sont envoyées, des milliards qui sont votés, c'est des dettes à payer. Donc, Zelensky est en train de vendre son pays pour des centaines d'années. D'accord. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut noter parce que ce soit Macron, que ce soit Lavrov ou Blinken, tous viennent et tiennent un discours identique, c'est que nous allons vous aider dans la lutte contre le terrorisme, en tout cas dans la lutte contre l'insécurité. Parce que c'est encore un continent où on a beaucoup de poches d'insécurité, notamment aujourd'hui entre le Rwanda et la RDC, avec les soutiens supposés du Rwanda au mouvement M23 qui attaque l'Est de la RDC. On va écouter le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à ce sujet. Des rapports très crédibles font état d'un soutien aux groupes armés par toutes les parties, y compris les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, par les forces congolaises et le mouvement 23 par les Rwandais. Notre position est claire. Quel que soit l'auteur ou le destinataire, le soutien doit cesser pour tout groupe armé. Quoi que le gouvernement rwandais puisse faire en RDC ou dans notre région, il s'agira de protéger notre peuple et de protéger l'intégrité territoriale de notre pays et sa souveraineté. Il ne s'agit pas de soutenir le M23. Voilà donc les propos du secrétaire d'État américain. Alors, nous parlons de ce continent, nous parlons de ses atouts, mais vous avez en même temps sur le continent, j'ai envie de dire, des pays qui peuvent aller déstabiliser d'autres pays. Ce sont des spectacles aussi qui ne reflètent pas que ce continent soit conscient de ses atouts et de sa force aujourd'hui. Oui, c'est justement cela, parce que lorsque vous analysez ce qui se passe entre le Rwanda et la RDC, on se pose la question de savoir comment ces pays frères, ces pays frontaliers qui ont des besoins en matière de développement, dont le seul enjeu en principe doit se jouer autour des questions de développement, se livrent à des jeux de déstabilisation. Notamment, c'est Kagame qui est accusé de... Mais ce n'est pas la première fois qu'on tire les sonnettes d'alarme en ce qui concerne le jeu trouble que le Rwanda joue sur sa frontière avec la RDC. Mais c'est justement ce qui fait que c'est justement ce qui montre du doigt l'Afrique comme un
continent où nous n'avons pas assez de maturité pour éloigner ce qui sape notre cheminement vers le développement. Qu'est-ce que le président rwandais cherche en RDC? On sait que le Rwanda veut occuper une zone riche en produits riches par son sous-sol. Oui. Et c'est ce qui s'est toujours passé, parce que depuis que le Rwanda, le président rwandais est arrivé au pouvoir, une source majeure d'entrée de devises de son pays se situe du côté de la RDC. Parce que les Rwandais sont installés là. On ne voudrait pas que ces Rwandais-là, justement, quittent cette partie du territoire congolais pour se redéployer en Rwanda, où déjà on a des problèmes en matière d'emploi. Donc, aujourd'hui, le Rwanda est dans une courbe très... comment le dirais, une courbe ascendante en matière de développement. Mais il faut des ressources pour soutenir ce développement. Donc le Rwanda cherche aujourd'hui des ressources qui lui permettent de continuer de soutenir sa courbe de développement. Et ces ressources-là, on les trouve où? Un peu partout. Pendant longtemps, ce n'est pas les aides, parce que le Rwanda qui était victime de génocide, le régime Kagame étant victime de génocide, a pu attirer abondamment des ressources de la part des Occidentaux. Mais aujourd'hui, et cette courbe-là est descendante, la courbe des aides est descendante. Il faut trouver d'autres sources de revenus pour continuer de soutenir l'œuvre de construction. Parce qu'il y a des grands travaux. Déstabiliser son voisin, ouais, mais a créé le désordre. Mais puisqu'il apprend la leçon là des Occidentaux. Mais vous parlez si bien de Kagame, mais c'est le même qui vante un panafricanisme aujourd'hui. Comment on peut comprendre cette dichotomie? Bien entendu, parce que vous savez, les États, comme on le dit généralement, n'ont que des intérêts. Des intérêts, parce que c'est la loi des intérêts. Lorsque l'autre, c'est un pays frère, bien entendu, mais vous savez, le ventre affamé, comme on dit souvent, n'a point d'oreille, à partir du moment où les enjeux de développement, parce qu'il y a un fléchissement des aides qui vont vers le Rwanda aujourd'hui. Il faut que le Rwanda se cherche d'autres sources pour soutenir, comme je l'ai dit, sa courbe de développement. Donc c'est un problème pour Kagame. Et peut-être qu'il dit, on a entendu tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères qui dit qu'ils ne sont pas en train de supporter le M23. Qu'est-ce qu'ils font? Puisque les satellites ont pris des photos, les photos qui montrent clairement qu'il y a eu les soldats rwandais sur le sol congolais. On les a même vus sur le front. Parce que ces photos-là ont été prises par satellite. Donc ce sont des réalités qui sont bien documentées. Et Blinken le sait très bien. Mais Blinken, voulant jouer à l'équilibriste, ne veut pas choquer, ne veut pas offenser le Rwanda, ne veut pas choquer Kagame, qui est un ami, parce que vous savez que les Américains ont beaucoup investi au Rwanda. Il ne veut pas choquer, il ne veut pas faire offense à Kagame, mais il joue à l'équilibre. Et il dit, quel que soit le pays qui est la source de la déstabilisation, il faut que cela s'arrête. Mais la question qu'on se pose, c'est que qu'est-ce qu'il fait pour que cela s'arrête? Ça, c'est la question qui se pose. Maintenant, je l'ai dit, c'est cette situation que vit le continent aussi qui fait que les autres sont obligés de jouer aux gendarmes, d'être toujours là et de promettre la paix. Non, mais puisque c'est entretenu par eux-mêmes. Vous voyez, même la Libye, quand la guerre se déclenche en Libye et il y a arrêt de production du pétrole, c'est en Occident qu'on crie. Et qu'on donne des chiffres vraiment terribles. Vous vous demandez, tous ces chiffres-là d'argent sont produits en temps de guerre en Libye, et la Libye est comme ça. Donc vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, l'Occident a déployé, disons, son développement sur la croissance de l'Occident, c'est de l'Afrique. Les entreprises multinationales, tout ça là qui sont installées, c'est ça. Maintenant, la question du Rwanda et de la RDC, c'est une question réelle. C'est une question réelle aujourd'hui, au moins, les gens reconnaissent officiellement que c'est ça, que c'est le Rwanda qui soutient. Et l'économie du Rwanda, la prospérité rwandaise qu'on nous a toujours vendue, il a dit,
les aides sont en train de diminuer parce que, quand bien même il y a eu le génocide, il y a beaucoup de Rwandais qui sont sortis du pays, qui sont rentrés dans des institutions à l'international, qui ont beaucoup même travaillé pour le financement au Rwanda. Maintenant, tous ces fonds sont en train de partir. Vous avez vu, tout est en train d'être mis dans les mains de Zelensky, de l'Ukraine. Donc, aujourd'hui, vers chez nous, c'est les paroles. Alors qu'on pouvait aider cette RDC-là à régler le problème avec le Rwanda. Donc, au fait, l'esclavage, comme on l'a dit, même du temps de l'esclavage, c'est dans nos propres maisons qu'on a trouvé des gens qui ont arrêté des Africains pour remettre aux Blancs pour aller vendre. C'est comme ça, les trahisons, c'est toujours chez nous. Donc, aujourd'hui, c'est pays contre pays. Ailleurs, c'est à l'intérieur, on utilise les fils du même pays contre les fils, voilà, on les divise, et ça donne ce qui a divisé pour régner. Tout ce qui est extrait, ou bien tout ce qu'on dit que le Rwanda va chercher en RDC, ce n'est pas pour les industries du Rwanda. C'est aussi exporter le coton tout pour fabriquer les batteries et autres, les pierres précieuses. Permettez qu'on rende l'antenne, le temps de suivre ensemble le journal, et on sera de retour dans une